Joe, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, étant donné la situation qui se passe en RDC. Comment interprétez-vous vous savez, la dernière escalade, si je puis dire, à Uvira et au sud Kivu, malgré les accords que nous avons vus ici à Washington, signés à Doha avant de venir à Washington? Comment interprétez-vous cette escalade? Écoutez, je pense que, symboliquement parlant, le président Trump a élevé ce problème persistant depuis les 30 dernières années. Donc cela a été un précédent qui a commencé sous le président Kabila, que le président Tshisekedi a hérité. Et si vous regardez probablement, une fois que les troupes ougandaises ont été amenées au Congo, je dirais que cela a escaladé. À cause de la fermeture de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, D'accord. c'est le fait du Rwanda. Donc je pense que le président Trump a élevé le conflit en cours et je pense, rappelez-vous, cet accord signé ça ne signifie pas que la paix a eu lieu, c'est pour commencer le processus de paix. Donc nous voyons, je pense, les Rwandais directement et avec l'aide du M23 qui essaient d'avancer autant que possible, similaire à ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine, c'est-à-dire avancer et essayer d'être aussi agressif que possible avant qu'il y ait un règlement négocié. Donc je pense que ce que vous voyez, ce sont les Rwandais en conjonction avec le M23. M23, c'est ça. Qui essaient vraiment d'avancer et d'utiliser la position militaire comme levier pendant les négociations. Et comme vous le savez, il y a plusieurs entités américaines et occidentales qui cherchent à venir investir au Congo. Et cela, je pense, créera un gros problème pour les Rwandais. Comme vous le savez, avec Alpha, les Rwandais M23 ont dû reculer, car ces investisseurs américains ont dû fermer leurs mines. Oui. Donc regardez, EcoCongo se développe économiquement, et je pense que le paradigme doit changer pour tous les pays de la région. Et vous parlez de ces investisseurs. Vous parlez de, vous savez, ces investisseurs européens et américains qui essaient d'aller là-bas. Mais de votre point de vue, Joe, quels sont et les gens même que j'ai vus, j'ai rencontré tellement de gens en Amérique qui se demandent quelles sont les causes profondes derrière la présence continue, vous savez, de ces actions du M23 malgré tous les engagements de cesser le feu qu'ils ont signés dans le passé. D'accord. Écoutez, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en fait, les relations entre le Rwanda et le Congo étaient bonnes. Le président Tshisekedi a visité le Rwanda, il était engagé avec tous ses voisins et il y avait de la positivité. Il faut comprendre cela. Que ce soit Laurent Kabila ou Joseph Kabila, ils doivent leur arriver au pouvoir à l'Ouganda et au Rwanda. Donc il y avait une sorte d'allégeance et une obligation dans les administrations précédentes parce que, comme vous le savez, Mobutu a été chassé et les Ougandais et Rwandais ont joué un rôle très important. Bien sûr, l'Angola et le Zimbabwe ont également joué un rôle important pour maintenir les Kabila au pouvoir. Le président Tshisekedi, par contre, n'a pas vraiment d'obligation ou d'allégeance envers l'Ouganda ou le Rwanda. Il n'a en quelque sorte aucune obligation. Donc c'est une approche différente. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y avait des problèmes entre l'Ouganda et le Rwanda, et cela a commencé avec le général Kayihura, qui était le chef de la police. D'accord. Il y avait des dissidents rwandais qui étaient tués étrangement en Ouganda, et il s'est avéré que le général Kayihura collaborait avec des éléments au Rwanda. Ce sont les rumeurs du moins, non? D'accord. Et cela a créé beaucoup de tensions, et en fait, à un moment donné, il y avait des troupes ougandaises et rwandaises à la frontière, où les États-Unis, les Britanniques et d'autres sont intervenus pour, disons, désamorcer la tension. Quoi qu'il en soit, à travers cela, les Rwandais avaient fermé la frontière, ce qui n'a pas permis à l'Ouganda d'accéder à Goma en tant que plaque tournante économique. Donc cela a commencé comme ça. Les Congolais ont signé un accord avec le président Museveni pour permettre à l'UPDF, les forces de défense ougandaises, d'entrer au Congo pour poursuivre l'ADF et d'autres éléments de l'EI. Et je pense que lorsque le président Kagame a vu l'UPDF si profondément dans le Congo, tout à coup, je pense que cela a réveillé le président Kagame et il s'est dit « Oh, waouh, ça ne marche pas pour moi ». Et bien sûr, il y a évidemment des intérêts économiques. Donc je pense que lorsque cela s'est produit, cela a été un peu le catalyseur pour raviver ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et donc, Joe, je suis sûr que vous avez aussi entendu parler de cela lorsque le groupe de contact international a déclaré ouvertement récemment que le Rwanda soutient le M23. Comment cela affecte-t-il tous les efforts diplomatiques, si je puis dire ainsi, entre la RDC et le Rwanda et leurs partenaires internationaux? Oui, écoutez. Clairement, parce qu'ils l'ont nié depuis des années. Écoutez, historiquement, c'est une tactique très astucieuse, n'est-ce pas? C'est en gros utiliser des mandataires pour faire avancer vos intérêts. Donc, en utilisant le M23 ou d'autres groupes rebelles dans la région, cela déconnecte techniquement l'implication directe du Rwanda. Mais la réalité est que les États-Unis, les Britanniques,
ont recueilli beaucoup de renseignements qui prouvent catégoriquement, logistiquement, que les forces de défense rwandaises sont intégrées avec le M23. Je pense que le groupe d'experts a dit qu'il n'y avait que 1000. Je viens de voir un rapport l'autre jour où ils disent qu'il y a jusqu'à 4000 soldats rwandais de retour au Congo. Et donc, toute cette histoire sur le M23 et autres, je dirais simplement qu'ils utilisent essentiellement, disons, un groupe quasi défavorisé de Congolais, dont certains sont d'origine rwandaise. Comme vous le savez, cette région a des Hutus et des Tutsis, qui vont et viennent. Certains les appellent Interahamwe. Pour résumer, écoutez, que vous alliez en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, il y a des gens qui vivent des deux côtés de la frontière. Et vous savez, le président Kagame a été, que vous l'aimiez ou non, il faut lui reconnaître qu'il est discipliné, organisé, et sur, vous savez, 20 ou 30 ans, ils ont pu mener une gestion efficace. Disons, un contrôle de la région principalement à des fins économiques. À des fins économiques. Tellement de gens m'appellent dans le monde entier et régulièrement continuent de me poser cette question, Joe. Quel levier les États-Unis ont-ils réellement pour influencer le comportement militaire du Rwanda dans l'est de la RDC? En ont-ils? Écoutez, la réalité est que les États-Unis ont d'énormes leviers d'influence sur, disons, l'ensemble des Grands Lacs. Il s'agit simplement de savoir si les États-Unis ont le courage nécessaire pour vraiment imposer, disons, leur pouvoir dans la région, au final. Écoutez, le président Obama avait déjà appelé le président Kagame dans le passé pour qu'il recule. La même chose peut être faite avec l'administration Trump. Maintenant, Trump est à peine en fonction depuis 1 an. Ce sera quelque part en janvier qu'ils auront eu 1 an. Je pense que ce que le président Trump a fait en 1 an en Afrique, la plupart des administrations ne le font pas au cours de 4 ans. Donc je pense que l'intensification, l'élévation de ce conflit au niveau de la Maison-Blanche, au niveau présidentiel, va vraiment maintenant créer, disons, une responsabilité directe. Donc l'accord vient juste d'être signé. Les Rwandais sont clairement en violation directe. J'ai rencontré des gens au Congrès, au Conseil national de sécurité. Tout le monde est parfaitement au courant. En fait, à l'heure où nous parlons, il y a des réunions en cours à la Maison-Blanche pour déterminer quelle est la meilleure ligne de conduite pour traiter ces violations en termes de ce que fait le Rwanda. Et comme je l'ai dit, si les États-Unis le souhaitent, ils peuvent rendre la vie très très difficile pour quiconque dans la région civile, comme particulièrement le Rwanda, qui dépend fortement de l'assistance américaine. Joe, après cela, après le message de l'ICG, j'ai publié partout sur les réseaux sociaux et j'ai encore eu certains de nos auditeurs disant que, oh oui, ils disent toujours quelque chose comme ça. Ils disent toujours qu'ils vont arrêter cela, mais rien ne s'arrête. Pourquoi pensez-vous que les interventions internationales précédentes n'ont pas réussi à arrêter cette violence récurrente dans l'est du Congo? Écoutez, depuis 30 ans, il y a un précédent, non? Quand le président Kabila était au pouvoir, il y avait une sorte d'accord, non? Soyons francs. Que l'ait été, je vais dire, dicté, mais on dirait que l'Ouganda et le Rwanda jouent des rôles significatifs dans son économie et sa sécurité. Et pendant les jours du président Kabila, il se concentrait vraiment sur le Katanga, les parties sud, non? Oui, exact. La partie sud. Donc pendant 30 ans, il y a eu un précédent. En clair. Le Rwanda et certaines parties de l'Ouganda étaient autorisées à bénéficier économiquement des ressources que le Congo avait. Une partie de manière légitime et une bonne partie par la contrebande de coltan, de Tantal. Donc il y avait une sorte d'approche du vivre et laisser vivre, comme je vous l'ai dit. Particulièrement Laurent Kabila et Joseph, dans une certaine mesure. Leur mandat était vraiment basé sur le soutien de l'Ouganda et du Rwanda, non? En termes de sécurité dans la région. Le président Tshisekedi n'a pas cette obligation, non. Il y a eu une élection, il a gagné. Il y avait une coalition entre lui et le président Kabila pour prendre le pouvoir. Donc l'obligation envers le Rwanda n'est pas la même. Historiquement, cela a changé. Et bien sûr, les économies mondiales changent. Elles deviennent plus dynamiques. Et si vous regardez l'incident récent, vraiment à Walikale ou Alpha Mines, c'est une entreprise américaine qui extrait 8 à 10% de l'étain mondial. Lorsque cette mine a été fermée, à Walikale. Oui. L'administration Trump a été explicitement impliquée en disant au Rwanda et au M23 de se retirer de la zone. Le prix de l'étain a de nouveau baissé. Le cours de l'action d'Alpha Mines s'est stabilisé. Et vous avez vu le M23 reculer. Donc c'était un intérêt économique direct qui a réellement créé cet élan. C'est ça. Pour le docteur Boulos et l'administration de s'impliquer. Et regardez, soyons honnêtes. La demande pour les minéraux stratégiques et critiques aujourd'hui est immense.
le Congo est l'Arabie Saoudite de l'Afrique en termes de ces minéraux. Et donc, il va y avoir des investissements occidentaux qui vont venir concurrencer la Chine. Mhm. Et donc, c'est vraiment dans l'intérêt de l'Occident. Les seuls bénéficiaires de l'instabilité au Congo sont les Chinois. Donc, s'il y a de la stabilité, cela permet à d'autres investissements occidentaux de venir C'est ça. et rééquilibre les conditions du jeu. Nivelle les règles du jeu. Passons à la dynamique de sécurité et militaire. Les déclarations du CGC soulignent également l'utilisation de drones d'attaque et de drones suicides, peu importe. Comment cette escalade technologique change-t-elle le paysage de sécurité régionale, sachant que tous ces autres pays autour, vous savez, de la RDC et du Rwanda, sont également impliqués? Oui, regardez, c'est vrai, je veux dire, regardez en termes de drones et de cette nouvelle technologie. Oui, nouvelle technologie. Cela a complètement changé le paysage de la guerre dans le monde entier, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc auparavant, les pays occidentaux utilisaient de grandes plateformes coûteuses, C'est ça. n'est-ce pas? Ce qui bénéficiait aux grandes entreprises de défense. Oui. Qu'elles soient américaines, françaises ou britanniques. Oui. Et aujourd'hui, Mhm. vous savez, vous pouvez avoir ces plateformes bon marché qui peuvent créer un impact mortel. C'est ça. Donc c'est vraiment maintenant. Ce que cela a permis, c'est une forme de démocratisation. Mhm. Sur le champ de bataille, ce qui signifie que l'outsider peut maintenant rivaliser avec le soi-disant désigné. D'accord. Oui. Donc cela a apporté beaucoup de cette parité Ouais. au jeu, au champ de bataille. D'accord. Joe, quelles mesures concrètes, vous savez, selon vous, devraient être prises, vous savez, pour garantir le retrait du Rwanda, tel que demandé par la résolution selon laquelle ils doivent se retirer de là? À quoi devraient ressembler les mesures concrètes selon vous? Eh bien, je pense que les Nations Unies, Selon vous? oui, je pense que les États-Unis doivent intervenir et apporter des actifs ISR. Quand je parle d'actifs ISR, cela signifie que nous devons apporter des technologies satellitaires et aussi des drones pour venir surveiller Mhm. les communications et les mouvements sur le champ de bataille. Tenir pour responsables ceux qui doivent l'être. Écoutez, pour les Rwandais, je pense qu'ils ont des difficultés. Mais la réalité. Parce qu'en ce moment, c'est comme il dit, elle dit, il dit. Oui, mais si nous déployons des actifs dans la région, D'accord. avec nous-mêmes et les alliés, je peux vous assurer, nous pouvons voir catégoriquement qui déplace quoi où, et les États-Unis sont déjà en train de le faire. D'accord. En ce moment, pendant que nous parlons, il y a des satellites sont en cours de déploiement, D'accord. qui rendent compte de la situation. Oh, wow. Écoutez, il doit y avoir un nouveau paradigme dans la région, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, la guerre et l'instabilité ont permis le pillage des ressources du Congo, n'est-ce pas? Mhm, mhm, Il y a eu un génocide, n'est-ce pas? Tout comme vous en avez eu pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs, mhm, il y a eu un génocide majeur de la population bantoue mhm. au Congo. C'est un génocide moderne dont personne ne parle, n'est-ce pas? C'est ça. Tout cela à cause de l'exploitation économique. Donc il y a deux façons d'aborder l'exploitation. Continuer à avoir de l'instabilité, n'est-ce pas, ce qui bénéficie à la Chine, ou trouvez-vous un moyen d'avoir une intégration économique régionale? C'est-à-dire que, écoutez, les choses fonctionnent au Rwanda, n'est-ce pas? Donc la réalité est que si vous développez divers actifs minéraux au Congo, regardez, le Rwanda a de bonnes infrastructures. Nous ne pouvons pas nier complètement que les Rwandais sont efficaces. Je veux dire, vous savez, vous y allez, c'est un endroit très propre, simple, propre. Ils ont bien fait. Mais l'idée, elle est que s'ils dépensaient moins d'argent en armes et plus d'argent pour construire des routes et des infrastructures, je pense que vous verriez toute la région prospérer. Prenez Goma, par exemple. Je veux dire, c'est une ville qui fonctionne par elle-même. Mhm, Et tout est basé sur les affaires. mhm. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'ils doivent changer la mentalité selon laquelle les armes sont le moyen d'exploiter. Cela devrait être la construction de routes, de ponts, d'infrastructures, de services bancaires. Mhm. Et je pense qu'avec le temps, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Congo bénéficieront tous économiquement. Mais le modèle Oui. d'utiliser la violence pendant 30 ans, cela ne va plus fonctionner. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et nous, pour revenir, vous et moi parlions avant cette interview sur l'accord ici à Washington. Pourquoi l'accord de Washington du 4 décembre que, vous savez, vous et moi avons à nouveau été témoins, et celui de Doha, vous savez, la déclaration ne produise-t-il pas la stabilité attendue sur le terrain? Parce que ce que nous avons appris, c'est que pendant que l'accord était signé, des gens étaient tués. Oui. Dans l'est du Congo. Je dois dire, écoutez, j'aime les Qataris, mais je pense, pour être full franc, qu'il y a eu un raté à Doha, franchement. Je pense que, même si je comprends que les Qataris tiennent à être vus comme acteurs de la paix dans la région, Oui. je pense que nous aurions dû intégrer le M23 dans les discussions bilatérales à Washington, afin que ce soit un accord global, plutôt que d'avoir deux accords différents. Mhm. Quelqu'un a mentionné cela. Oui, Pourquoi le M23 n'était pas d'accord. impliqué dedans? Et je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi. Oui. Je sais que les Qataris, vous savez, ont des intérêts économiques au Congo et au Rwanda. Ils ont évidemment les moyens et sont dignes de confiance, et ils sont très impliqués dans d'autres parties de l'Afrique. Mais pour une raison quelconque, et je n'ai pas la réponse. Je pense probablement qu'avec le recul, il aurait probablement été mieux d'inclure le M23 Mhm. dans les accords D'accord. à Washington, pour les rendre plus responsables. Mhm.
Alors, et je dois retourner et étudier ça un peu, mais la réalité est que je pense que cela a pu être une erreur. Mhm. Parce qu'ils sont vraiment, vous savez, des proxys pour le Rwanda. Oui, oui. Et en entendant ce que vous avez dit avant et maintenant, vous savez, on dirait que vous croyez au suivi d'une certaine manière et à l'application du mécanisme avec l'accord de Doha et de Washington, n'est-ce pas? Mais il est très important de bien voir ça. Nous ne pouvons pas parler de cette partie de la situation qui se passe dans cette partie de l'Afrique sans mentionner l'humanitaire, vous savez, et la protection des civils. Donc l'ICG, encore une fois, appelle à un accès humanitaire inconditionnel. Quels sont les obstacles en ce moment que vous avez entendus qui empêchent les organisations humanitaires, vous savez, d'atteindre l'efficacité? Oui, regardez, J'ai entendu dire que le Burundi a fermé la la frontière, n'est-ce pas? frontière avec le Rwanda. Oui. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a littéralement des viols, des pillages et des saccages de toute cette région par le M23. Je pense que ce serait très difficile et très dangereux pour de nombreux groupes d'ONG de venir là-bas et d'essayer de stabiliser. Je veux dire, comme vous le savez, l'ONU s'est retirée de la région. L'ambassadeur italien, comme vous le savez, a été tué il y a plusieurs années. Oui. Donc, comme je l'ai dit, si un ambassadeur peut être tué en première ligne, imaginez ce qui peut arriver à Un général de brigade. à quelqu'un travaillant dans l'humanitaire est fort. Donc, je pense que ça va être très difficile Et il y a, comme je l'ai dit, des problèmes de famine, d'accès à l'eau, de soins médicaux. Donc, c'est assez grave. Assez grave. Comment ce conflit renouvelé pourrait-il à nouveau impacter la stabilité dans la région des Grands Lacs, surtout étant donné qu'Uvira, comme vous me l'avez dit avant, est proche du Katanga et qu'Uvira est également proche du Burundi. Et les Burundais ne sont pas du tout contents, sachant que c'est proche je veux dire, à la porte du Burundi. Donc quand vous regardez toute la question de Vira, n'est-ce pas, il y a plusieurs raisons à cela. Donc les Rwandais soutiennent un groupe appelé le Red Tata Tabarna. J'oublie comment ils le prononcent. Ils sont évidemment en opposition au gouvernement du Burundi, n'est-ce pas? Donc ils soutiennent ces groupes rebelles au sein du M23. Donc en se positionnant. Oh, je vois pourquoi c'est un danger pour eux. C'est ça. Oui, donc et ce que vous faites, c'est, rappelez-vous, les Burundais avaient un accord conjoint pour travailler ensemble avec les Congolais dans cette région, n'est-ce pas? Donc il y avait des troupes burundaises et co-congolaises travaillant dans la région. Et en entrant à Uvira, vous divisez la ligne d'approvisionnement. Donc maintenant, vous avez des troupes burundaises d'un côté de la frontière et d'autres troupes burundaises, sans dire piégées, mais elles sont coupées de l'autre partie. D'un point de vue logistique, c'est un mouvement très intelligent. Et cela permet au Red Tabara d'opérer au sein d'Uvira pour cibler Bujumbura. De là, vous iriez. Évidemment, c'est exactement ce que Laurent Kabila a fait à l'époque. Vous allez à Kalini et de là à Katanga. Je ne pense pas que les États-Unis soutiendraient le renversement proactif d'un gouvernement démocratiquement élu par un pays voisin. Je ne pense pas que l'Angola apprécierait ni le Zimbabwe ni d'autres pays. Le Zimbabwe non plus, ce n'est pas juste. Donc vous arrivez à un point maintenant où si vous touchez à la souveraineté du Congo, êtes-vous maintenant en train de dire qu'il est acceptable de toucher à la souveraineté du Rwanda ou de l'Ouganda? Regardez, il y a des élections en Ouganda. Regardez, les Ougandais n'ont pas été vus, n'est-ce pas? Ils sont silencieux. Oui, ils sont silencieux. C'est mon opinion. Ils sont restés en dehors de tout ça. Le président Museveni fait activement campagne. Oui. En campagne. Ce qui en dit long. C'est ça. Donc en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des entreprises pour venir investir. Et je pense que ces récents mouvements du M23 sapent vraiment notre propre légitimité. C'est-à-dire que lorsque les gens veulent venir et investir, ils vont être vus comme des obstacles. Comme vous le savez, vous avez une alliance fleuve du Congo qui est dirigée par Corneille Nsanga, C'est ça. qui a été sanctionnée par les États-Unis pour corruption et pour terrorisme. Même chose, des proxys pour d'autres personnes. Donc à mon avis, autant le Rwanda est impliqué, je pense qu'ils doivent être très prudents parce que vous arrivez à un point où vous atteignez un point de basculement. Que ce soit le Royaume-Uni, la France, même la Belgique, je pense que les gouvernements vont dire « et ça suffit ». Et donc la question est, vous savez, le président Kagame n'est pas un idiot, il va pousser les limites, mais je pense qu'à un moment donné, il pourrait surestimer leurs moyens et il pourrait y avoir des réactions. Donc regardez, la réalité, c'est que c'est un peu comme ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Et la question est, quel est l'objectif final? C'est la question principale. Vous savez, que diriez-vous si vous deviez, et je sais que vous connaissez tant de gouvernements en Afrique en général, mais si vous deviez vouloir conseiller le gouvernement congolais à propos de cette situation, que leur diriez-vous? Écoutez, je pense que le président Tshisekedi a eu une visite fantastique avec le président Trump. Je peux vous dire personnellement, et je parle à des personnes très proches du président, le président Trump, que l'interaction entre le président Trump et le président Tshisekedi a dépasser toutes les attentes. Il y avait une grande alchimie
et vous savez, avec le président Trump. Mhm. La personnalité joue un rôle important. Mhm. Si vous lui plaisez, il ira plus loin, il fera tout pour que ça marche. Donc je pense que dans ce sens, il y avait énormément de bonne volonté. Si j'étais le président Tshisekedi, je l'encouragerais encore une fois à continuer de promouvoir les opportunités d'investissement, en particulier dans les secteurs miniers et énergétiques. Car évidemment, les entreprises américaines, canadiennes, britanniques, françaises, australiennes, et même, vous le savez, des pays du Golfe cherchent à investir dans ce domaine, donc c'est crucial. Et je m'engagerai avec tous les voisins. Et je suis sûr qu'il y aura probablement des discussions discrètes avec l'Ouganda et le Rwanda en coulisses. Mais la réalité est que, vous savez, s'il y a trop de dégâts, il pourrait coincer le président Tshisekedi. Et soyons honnêtes, il y a 110 millions de personnes au Congo. Oui. Le Rwanda a, je ne sais pas, 13 ou 14 millions de personnes. Vous savez, il y a une énorme différence. Donc, comme je l'ai dit, le pendule oscille toujours vers les extrêmes. Exactement, exactement. Donc, la question est quand le pendule revient en arrière. Mhm. Qu'est-ce que cela signifie pour le Rwanda à long terme? Je pense que les deux pays peuvent travailler ensemble et trouver un moyen Oui, de coexister. exactement. Mais cela doit être fait avec équilibre. Et comme je l'ai dit, le paradigme doit changer. Mhm. 30 ans de génocide, de violence et de pillage du pays. Mhm. Il y a une façon plus intelligente de le faire. Mhm. Et vous parlez de ces deux pays qui coexistent, vous parlez de ces investisseurs, vous savez, du Canada, des États-Unis. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait attirer les Américains ou d'autres investisseurs internationaux en RDC et au Rwanda? Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait les dissuader d'investir? Eh bien, écoutez, Investir dans le... en termes d'exploitation minière et ou simplement de développement des ressources, c'est incroyable ce que la région possède, n'est-ce pas? Exactement. Si vous allez à l'est, ce qui intéresse je veux dire le Rwanda, vous avez le coltan, le tantal, l'étain, les 3T. Vous avez le niobium, le cuivre, le cobalt, le germanium, la liste continue. Le Congo maintenant, si vous regardez juste entre le Congo et l'Angola, les Angolais et les Congolais ont trouvé un accord. Les Congolais produiront probablement entre 600 000 et 800 000 barils de pétrole dans les 5 prochaines années. Imaginez, l'Angola produit 2 millions, le Congo produira entre 600 000 et 800 000 barils de pétrole onshore et offshore. Hmm. Donc entre. Et puis vous avez le lac Tanganyika. Oui. Et ensuite, vous avez là-haut, le long de l'Ouganda, les lacs là-bas. C'est ça. Donc en termes de pétrole, d'énergie, vous savez, s'y construisent jamais le barrage là-bas. Le barrage là-bas, c'est vrai. Oui, donc l'opportunité est là. Le NDLC et tous les autres. Il y a énormément d'opportunités, mais je pense, tant qu'il n'y aura pas de stabilité, vous ne trouverez pas. Vous savez, souvenez-vous, le capital est comme l'eau. Vous savez, l'argent choisit le chemin de la moindre résistance, n'est-ce pas? Vous savez, l'argent va là où il n'y a pas de résistance. Donc si vous allez investir au Congo et qu'il y a de l'instabilité, n'est-ce pas? Alors les investisseurs diront, écoutez, j'irai ici au lieu du Congo parce que mon argent est plus en sécurité. Mhm. Et comme je l'ai dit, les bénéficiaires de l'instabilité, et je sais qu'il est facile de critiquer la Chine, mais les Chinois sont prêts à entrer, à tenir le coup. Regardez, vous l'avez vu au Congo il y a 2 semaines, 10 ou 12 de leurs personnes ont été tuées. Oui, oui, oui. Exactement. Ils continuent. Donc en fin de compte, Quelqu'un profite de cette violence. oui, l'instabilité Oui. profite à la Chine. Oui. La stabilité et la paix dans la région profitent à l'Occident. Mhm. Il est donc dans l'intérêt des États-Unis, des Britanniques, des Canadiens, des Français et des Belges de s'assurer qu'il y a de la stabilité au Congo pour que ces ressources puissent non seulement être exploitées, mais aussi développées régionalement. Développer au niveau régional et la préserver. Oui. Que toute cette zone reste sécurisée. Mes dernières questions, quelles solutions à long terme proposez-vous pour enfin briser le cycle de violence? Nous en avons parlé, mais je veux en quelque sorte que vous ayez un dernier mot là-dessus pour briser le cycle de la violence et de l'ingérence étrangère dans l'Est de la RDC une fois pour toutes. Oui, écoutez, je pense que les États-Unis avec nos alliés, les Canadiens, les Britanniques, les Français, je pense que si nous formons une équipe de fusion, comme un centre de fusion, comme cela a été fait par le passé, Mhm. pour vraiment surveiller. Rappelez-vous, il y avait des problèmes auparavant avec le Rwanda. C'est ça. Et les Sud-Africains ont été amenés, vous vous souvenez? Mhm. Et il y a eu beaucoup de chars et d'autres choses détruites. Je pense que si les États-Unis étaient plus proactifs en matière de surveillance C'est ça. de ce qui se passait et devaient exposer la violation, que ce soit du côté congolais ou du côté rwandais. Exposer ces personnes et ensuite commencer à mettre des sanctions. Mhm. Mhm. Et je pense que c'est la seule façon. C'est la seule façon de le faire. Donc cela signifie que les Rwandais le font, alors vous les sanctionnez, et ensuite peut-être que les États-Unis, comme je l'ai dit, doivent être un peu plus proactifs dans la formation des Congolais, en fin de compte. Donc en fin de compte, c'est la responsabilité. Le président Reagan avait dit une fois, faites confiance, mais vérifiez. Et je pense que c'est la position du président Tshisekedi. Je fais confiance au processus, mais nous devons vérifier.
Je pense que la façon de vérifier est d'amener que ce soit les capacités de surveillance françaises, américaines, britanniques pour venir et vraiment surveiller en temps réel. Et quand il y a une violation, que ce soit le secrétaire Rubio, le président Trump ou J.D. Vance, qu'ils interviennent vraiment, qu'ils décrochent le téléphone et disent « ça suffit maintenant ». Et je pense, comme je l'ai dit, que les États-Unis ont un poids considérable. Et l'Afrique a été mise de côté pendant un moment. Mais je pense qu'à la lumière de là où nous devons être à l'avenir, en termes d'accès aux minéraux et de développement, vous savez, l'Afrique est l'avenir. Je veux dire, ce sont les prochains tigres asiatiques. Mais cela ne se produira qu'avec la stabilité.